Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, de nouvelles révélations sur la personnalité du copilote qui aurait précipité l'avion contre la montagne. D'après une ex-compagne d'Andreas Lubitz, il aurait anticipé un geste spectaculaire et fou. Par ailleurs, une cérémonie religieuse a eu lieu ce matin à Digne en hommage aux 150 victimes de l'Airbus. Les élections au Nigeria, un scrutin présidentiel qui se déroule dans un contexte très tendu, marqué par des violences islamistes et les exactions de la secte Boko Haram. Le président sortant brigue un second mandat face à un ancien général et le résultat devrait être très serré. Le SIDAction, 21e édition, elle a été lancée hier soir sur le thème du refus de la banalisation. Il faut non seulement trouver de l'argent pour les malades et les chercheurs, mais aussi inciter les jeunes à la prévention alors que la vigilance se relâche. Et nous commençons par faire le point sur l'enquête après la catastrophe aérienne qui a fait 150 victimes mardi dernier dans les Alpes du Sud. Chaque jour, on en sait un peu plus sur la personnalité du copilote qui aurait provoqué l'accident, grâce notamment à la presse allemande. Il y a de nombreux témoignages dans cette presse. Ses proches commencent à parler, et notamment une ancienne compagne qui confirme que ses troubles psychiatriques étaient anciens et importants. Les explications d'Anne-Chloé Beauté. C'est l'ancienne petite amie d'Andreas Lubitz qui permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur lui. Dans le quotidien Bild, cette hôtesse de l'air de 26 ans révèle que le copilote aurait dit qu'il allait changer tout le système et que tout le monde connaîtrait son nom. La jeune femme explique par ailleurs que la nuit, il cauchemardait, se réveillait en criant « Nous tombons ». Elle s'est séparée de lui au bout de 5 mois car elle avait peur. Il lui aurait crié dessus à plusieurs reprises. Un témoignage qui fait froid dans le dos, à en croire ses habitants de Düsseldorf. C'est évidemment lourd comme nouvelle, surtout quand on est directement concerné, comme son ancienne petite amie. Vivre avec ça, ça doit être difficile, j'imagine. Surtout de comprendre pourquoi est-il comme ça. C'est terrible, c'est terrible. S'il veut se suicider, il aurait pu le faire seul. Il n'avait pas besoin de tuer autant d'innocents. S'il avait cette maladie, pour un tel métier, ça aurait dû être signalé et il n'aurait pas dû avoir le droit d'exercer. Pour certains psychiatres, à la lumière des éléments connus, ça n'est pas la dépression dont aurait souffert Andreas Lubitz qui explique son geste. Je vois ça comme un acte de vengeance ou un accès de fureur, car quand on est juste dépressif, on ne veut pas emporter d'autres personnes avec soi. Pour l'instant, les autorités allemandes ne confirment pas officiellement qu'Andreas Lubitz souffrait de troubles psychologiques. Mais les témoignages de ses proches qui sortent dans la presse allemande depuis 2 jours permettent d'avoir une image de plus en plus nette de sa personnalité. Voilà, c'était des explications de nos envoyés spéciaux sur place en Allemagne, Fabien Chadeau, Éric Béra et Frédéric Agnès. Frédéric Agnès, vous êtes effectivement côté allemand, devant l'immeuble où habitait Andreas Lubitz. Les témoignages, on vient de le comprendre, se multiplient. Chaque jour apporte son lot de nouvelles révélations. Et vous avez d'ailleurs pu recueillir, Frédéric, des explications, un nouveau témoignage. Absolument, Claire. Il s'agit du témoignage d'un commandant de bord de la Germanwings. Il s'appelle Frank Voiton et il confirme une partie du témoignage de celle qui se présente comme l'ex-petite amie d'Andreas Lubitz, la partie concernant ses ambitions. Frank Voiton, commandant de bord, donc, a volé avec Andreas Lubitz il y a environ 3 semaines. Lui décrit un homme qui avait effectivement la volonté d'avancer dans sa carrière. Il lui disait qu'il était content de travailler enfin dans le groupe Lufthansa. Il disait également qu'il aimerait voler sur des longs courriers et qu'il aurait aimé aussi passer commandant de bord. Voilà pour les ambitions. Il ne dit rien en revanche sur la dimension psychologique éventuellement psychologique de sa pathologie. Par ailleurs, vous l'avez entendu dans le reportage de Fabien Chadeau, c'est tout un pays qui est abasourdi, qui apprend au fur et à mesure des heures qui passent la personnalité de cet homme. Et d'ailleurs, c'est tout un pays qui se recueillera le 17 avril, puisque sera organisé un hommage à la cathédrale de Cologne, hommage auquel assisteront le président allemand ainsi que la chancelière Angela Merkel. Seront également invités les amis et familles des victimes, ainsi que des représentants des pays qui ont été frappés par cette catastrophe, par ce drame. On sait qu'il y a une quinzaine de pays qui comptent des victimes. Merci beaucoup Frédéric Agnès en direct d'Allemagne, de domicile de
Andreas Lubitz. Côté français, sur les lieux du crash, maintenant, une cérémonie religieuse avait lieu ce matin à Digne-les-Bains en hommage aux 150 victimes de l'Airbus. Les habitants de la région, très choqués par la catastrophe, ont communié dans la même émotion. Il y a une grande solidarité. Tout le monde s'est rassemblé dans la cathédrale où se trouvaient Vincent Capu et Didier Laborde. 150 bougies allumées, comme autant de victimes du crash de l'Airbus de la Germanwings. Ce matin, dans la cathédrale de Digne, les 500 places assises étaient occupées pour assister à cette messe en mémoire des victimes de la catastrophe. Nous sommes rassemblés pour confier au Seigneur tous ceux qui nous ont quittés de façon si tragique. Une catastrophe qui a profondément marqué les habitants de Digne et des villages alentours. Je suis venue pour prier pour ces pauvres familles, pour ces pauvres gens qui sont dans la souffrance. C'est l'horreur. C'est vrai que quand il se passe quelque chose dans le monde, c'est loin, on s'en rend pas compte. Mais là, on connaît la montagne, on connaît les 3 évêchés, on y va se promener. Et puis il y a une solidarité qui se crée. On est prêt, on a l'impression de vivre le drame avec tous ces gens-là. Une manière pour ces croyants de s'associer à la douleur des familles. Aux côtés de l'évêque de Digne, un prêtre espagnol puis un prêtre allemand ont aussi dit quelques mots. Nous sommes tout cœur avec eux, parce qu'une terrible épreuve comme ça doit marquer pour toute la vie. Voilà. Je suis une habitante de Digne, donc je prends fortement part à tout leur chagrin, à leur désolation. Un moment de recueillement et une pensée pour les secouristes toujours engagés depuis 5 jours sur les lieux de l'accident. À Digne comme dans toute cette vallée, la catastrophe aérienne a bouleversé les habitants. Et Vincent Capu, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux dans les Alpes de Haute-Provence. Depuis la catastrophe, on sent bien, et vous venez de le dire et de nous le montrer, que toute la population de la région est sous le choc. Elle s'associe à la douleur des proches des victimes depuis le début. Oui, effectivement, il y avait beaucoup d'émotions ce matin dans la cathédrale de Digne où avait lieu cette messe. Il faut dire que la ville de Digne est à quelques kilomètres à peine des lieux de l'accident. Et tous les habitants que nous avons rencontrés ce matin se disent touchés, bouleversés par cette catastrophe qui a eu lieu dans ces montagnes, dans leurs montagnes qu'ils connaissent si bien. Sachez clair que le pape François en personne a fait parvenir un message à l'évêché de Digne. Ce message a été lu pendant la messe et le Saint-Père s'associe à la douleur des victimes. Il y exprime sa sympathie, il s'associe au deuil des victimes et des proches des victimes, et sans oublier les secouristes qui travaillent toujours dans des conditions très difficiles sur place, sur les lieux d'accident. C'est dire que cette catastrophe aérienne a été une onde de choc ici à Digne, mais aussi dans le monde entier. Merci beaucoup Vincent Capu. Et non loin de là, les recherches se poursuivent et vous parliez des secouristes, et tout cela se passe dans une zone très difficile d'accès, montagneuse et escarpée. Il s'agit de retrouver la deuxième boîte noire et d'identifier ce qu'il reste des corps des victimes. Des opérations très difficiles menées principalement par la gendarmerie qui épaule les experts. Voyons comment ils travaillent avec Hélène Grégoire et Vincent Capu. La chaîne d'identification commence ici, au plus près du lieu du crash. Sur place, des médecins légistes, des spécialistes des empreintes digitales, de l'identification dentaire et des généticiens. Tout ce qui est récupéré sur les lieux du crash est élitreuillé dans ce laboratoire pour être analysé. Des éléments corporels, des empreintes, des bijoux ou tout objet retrouvé sur les lieux peut s'avérer utile et donner des informations précieuses. Près de 400 à 600 éléments sont déjà en cours d'analyse. L'ADN des familles a également été collecté lors de leur venue sur les lieux du drame grâce à une technique classique, la salive. Une fois les ADN relevés, tous sont envoyés ici à Rosny-sous-Bois, en région parisienne, pour obtenir un profil génétique qui est comparé avec les profils des familles. Une autre équipe internationale exploite en parallèle les renseignements recueillis du vivant des victimes. Des enquêteurs peuvent se rendre au domicile pour prélever leur ADN sur leur peigne ou leur brosse à dents. La France a la charge de l'identification et de la restitution du corps des victimes à leur pays. Et cela pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Principale difficulté, la configuration des lieux, escarpés et très difficile d'accès. Mais ce travail d'identification est essentiel pour restituer aux familles ce qu'il reste de leurs proches, pour qu'elles puissent entamer leur travail de deuil. Et nous avons appris également que le copilote Andreas Lubitz connaissait bien la région du crash. C'est un nouvel élément très important dans l'enquête. Julien Beaumont, vous êtes à Sisteron, non loin d'une commune dans laquelle le suspect s'était rendu plusieurs fois dans son enfance.
Oui, tout à fait. Andreas Lubitz connaissait bien cette région et tout simplement parce que le club aéronautique de son père est jumelé avec le club ici de Sisteron. Voilà pourquoi entre 9 et 13 ans, il est venu tous les ans avec ses parents. Il logeait au camping juste à côté. Puis ils allaient faire du planeur. Alors, le nom d'Andreas Lubitz n'apparaît pas ici parce qu'il était en tant que passager. Alors, il n'a pas été inscrit. Toujours est-il qu'il a donc pu voler au-dessus de ces montagnes et qu'il a donc pu bien connaître ce secteur-là. C'est un point qui intéresse grandement les enquêteurs. Et j'ajoute que la compagnie aérienne Germanwings, qui assurait le vol de mardi, a déjà offert aux proches des victimes jusqu'à 50 000 € par passager pour faire face aux dépenses immédiates. C'est une première aide indépendante des indemnités qui devraient être versées et qui devraient être très lourdes, donc par la suite au titre de la responsabilité de la compagnie. Par ailleurs, la Lufthansa, donc, qui est propriétaire de la Germanwings, a décidé de présenter ses condoléances aux familles des victimes en achetant des pages de publicité dans les grands journaux. Ici, l'annonce parue ce matin dans le Figaro. Dans le reste de l'actualité, l'élection présidentielle au Nigeria, elle se déroule dans un contexte très tendu de lutte contre le terrorisme, de violence islamiste. La secte Boko Haram fait toujours régner la terreur dans le pays. Le président sortant, Goodluck Jonathan, un chrétien, brigue un second mandat face à un ancien général, un musulman, et le scrutin s'annonce très serré. L'armée nigériane est toujours à la recherche des 279 adolescentes qui ont été enlevées par Boko Haram. Un an après, on est toujours sans nouvelles des jeunes filles. Et cela suscite une très vive émotion, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Patricia Lémonière et Louis-François Coruple. Elle serait retenue dans une région montagneuse au nord du pays. Converties à l'islam, mariées de force ou transformées en esclaves sexuels, le gouvernement affirme ne rien savoir et cache celles qui ont réussi à s'échapper. Nous avons pu retrouver Awa. Pour la première fois, elle témoigne à visage découvert. Elle parle lentement. Je n'arrête pas de penser à elle. Awa raconte l'arrivée des hommes de Boko Haram dans son pensionnat. C'était la nuit. Ils nous ont dit que l'on n'irait plus à l'école, qu'on devait se marier, et que si on cherchait à s'enfuir, ils nous retrouveraient et nous tueraient avec nos parents. On est monté dans des camions, on est parti. Dès que j'ai pu, j'ai sauté à l'extérieur, j'ai couru. Je ne voulais pas être convertie à l'islam. Je préférais mourir. Depuis, elle tente de se reconstruire dans cette famille d'accueil, mais elle n'oublie pas ce qui s'est passé le 21 avril dernier. Cette nuit-là, elle est enlevée avec 278 autres lycéennes, en majorité chrétiennes. 57 vont réussir à s'échapper. Son école est détruite. Quelques jours plus tard, le monde découvre ces images diffusées par leurs ravisseurs. Awa nous quitte et se replie dans son silence. Elle veut partir loin d'ici, étudier à l'étranger. Nous reprenons la route pour aller rencontrer le pasteur Enoka. Cela fera bientôt 1 an qu'il est sans nouvelles de ses 2 filles de 18 et 20 ans. Il lui reste ses photos, celles de jeunes filles heureuses se préparant à passer leur examen. Elles ont toutes les 2 disparu, ainsi que leurs amis sur la photo. Plus personne ne s'intéresse à nous. J'en appelle aux Nations Unies. Il faut venir nous aider. Si on laisse le gouvernement nigérian s'occuper de nos filles, il ne se passera rien. Même nous, on finira par être kidnappés. Un sentiment d'abandon partagé aujourd'hui par toutes les familles des disparus. Le mouvement de protestation et les manifestations de soutien se sont arrêtés. Le sujet est devenu embarrassant pour les autorités. Le président avait promis de retrouver les lycéennes. Il n'en est rien. Pire, les exactions se poursuivent. Il y a quelques jours, dans le nord du pays, Boko Haram enlevait plus de 500 femmes et enfants. Et l'actualité de ce samedi, elle est aussi médicale puisque le SIDAction a été lancé hier soir pour tout le week-end. Une 21e édition placée sous le thème du non à la banalisation. Il faut dire que la vigilance se relâche, notamment chez les jeunes. Alors écoutons le témoignage édifiant et poignant d'une jeune séropositive qui veut donc lancer un appel à la prévention. Julien Roux et Karine Bourdel l'ont rencontré. Le 28 juin 2012, Julie attend les résultats de simple analyse sanguine en vue d'une opération quand son médecin lui annonce qu'elle est séropositive. Julie a 20 ans, sa vie vient de basculer. Il n'a pas tourné autour du pot, il a immédiatement annoncé que mes résultats étaient positifs au VIH. Au tout début, j'ai ressenti effectivement de la colère, de l'injustice. J'ai vu les campagnes de prévention. Finalement, je me suis dit, bon, bah, après tout, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Comment vous avez été contaminée ? Je suis pas certaine de la personne qui m'a contaminée, mais c'était par voie sexuelle, par des rapports non protégés.
C'était quelqu'un que j'appréciais, on se connaissait depuis un bout de temps, je me suis dit je peux lui faire confiance. Julie est placée sous trithérapie, 3 pilules à prendre tous les jours, à vie. Elle tente alors de faire de la prévention dans son entourage, se dit que son expérience peut au moins permettre à ses amis de ne pas connaître le même sort. Les personnes qui le savent, que je suis séropositive, font pas forcément plus attention à eux, ils continuent à des rapports non protégés. Donc c'est difficile pour moi de les entendre dire ouais j'ai conclu mais on ne s'est pas protégé. Comment vous expliquez ça? Je suis comme eux, j'ai une vie tout à fait normale, mais les traitements ça a toujours potentiellement des effets secondaires. Le VIH il augmente les probabilités de cancer. C'est pas anodin non plus et il faut pas parce qu'on prend des médicaments, il n'y a aucune incidence sur le corps humain. Julie, qui vit désormais avec le VIH 24 heures sur 24, mesure l'ignorance, voire l'indifférence de sa génération vis-à-vis du sida, une jeunesse qu'elle qualifie d'inconsciente. Et pour aider les malades et les chercheurs, vous pouvez vous rendre sur le site du SIDAction, bien sûr, ou composer le 110. Toujours à propos de santé, abordons le problème des aides à domicile. Les professionnels protestent contre la diminution par les conseils généraux des subventions concernant les personnes âgées. Résultat, les retraités se retrouvent souvent très isolés. Un exemple dans le Bas-Rhin avec Philippe Vogel et Jérôme Pasquier. 2 fois par semaine, Patricia, aide à domicile, vient s'occuper du ménage et des courses. Je vais faire la cuisine. À 84 ans, Marie a désormais bien du mal à accomplir ses tâches quotidiennes. Depuis l'année dernière, son aide à domicile a été divisée par 2 et avec seulement 4 heures hebdomadaires, le travail ne manque pas. J'y arrive plus, c'est trop de travail. Faut faire les commissions, faut faire la toilette, il y a plein de choses à faire. Je peux plus m'asseoir, discuter un peu avec elle parce qu'elle me parle un peu du journal, des revues qu'elle regarde. J'ai plus le temps pour ça. Des aides à domicile en danger selon les associations, faute de financement, alors même que les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Bonjour, monsieur Huxel. Pour un grand nombre de personnes âgées, difficile de prendre en charge seuls les frais de maintien à domicile, courses, ménage ou portage de repas. Une grosse partie est prise en charge par le Conseil général et une heure coûte quand même plus de 20 €. Quand on connaît les pensions actuelles des personnes âgées, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable s'il leur faut quelqu'un tous les jours. Cette association gère l'aide à domicile pour plus de 20 000 personnes dans le Bas-Rhin. Elle déplore aujourd'hui la diminution des dotations de l'État aux conseils généraux et par conséquence le nombre d'heures subventionnées accordées aux personnes âgées. Un mauvais calcul selon son directeur. On est considéré comme un centre de coût, alors qu'on devrait changer le regard. On est des employeurs avant tout. Rien que la BRAPA, on emploie 3000 salariés. Plus de 2 millions de Français bénéficient d'une aide à domicile subventionnée. Aujourd'hui, les associations d'aide et de maintien à domicile emploient plus de 200 000 personnes. Et nous restons dans le domaine de la protection sociale pour nous intéresser, après les personnes âgées, à la garde des plus petits. Il manque bien souvent des structures d'accueil. Et bien certains parents se tournent vers des modèles inédits de crèches en plein air. Toutes les activités se déroulent en extérieur. Alors voyons comment s'organisent les journées avec les inconvénients et les avantages. Et grâce à Sophie de Vessières et Mathieu Dupont. Je présente Albert. Il est 9 h. Albert est le premier arrivé. Lorsqu'il s'agit de passer une journée en plein air, l'enfant n'a aucun mal à se lever. Il est beaucoup plus calme que quand il était dans une garderie normale. Il arrivait souvent le soir où, quand on le récupérait, il était énervé, alors que là, il repart d'ici en souriant. L'endroit reçoit une vingtaine d'enfants par jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Aujourd'hui, il fait beau, malgré un thermomètre proche de 0. Les enfants sont équipés, mais les parents, du moins au début, ont des interrogations. On est un peu considérés comme des dingues, on va dire. Voilà. Mais alors, même l'hiver, et quand il pleut, vous faites comment En général, ils sont rassurés. Les enfants, eux, ça leur pose pas de problème. La pluie, ils sautent dans les flaques. L'hiver, ils lancent des boules de neige, etc. Dans tous les cas, ils courent dans tous les sens et ils sont bien habillés. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ils jouent, personne ne crie, il n'y a pas ce brouhaha qu'on voit quand on va dans une crèche habituelle. Il y a bien sûr des limites à la vie sauvage. Dès que le thermomètre affiche les -4, la halte garderie est fermée. En cas d'intempérie, les enfants peuvent se réfugier dans cette cabane. Le reste du temps, ils sont très surveillés. Voir s'ils sont suffisamment habillés, parce que quand il fait froid, ils n'expriment pas, ils verbalisent pas forcément. Ce type de garderie est rare en France, mais assez répandu dans les pays du Nord ou de l'Est de l'Europe. Le plein air aurait des effets bénéfiques sur la santé et le développement.
Il y a quand même un grand espace où là vraiment cette notion de liberté, d'être autonome, de pouvoir bouger comme on l'entend, de pouvoir crier comme on l'entend, de pouvoir pousser comme on l'entend. Surtout quand on a 18 mois, entre 18 mois et 2 ans et demi, c'est vraiment l'âge où l'enfant est moteur. Les activités traditionnelles comme le dessin ou les puzzles sont aussi présentes, même si elles sont détournées. On mange en plein air, on se repose et on lit des histoires. Une vie de crèche presque ordinaire. En sport, retrouvons notre couple de patineurs champions du monde, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ils sont les plus jeunes à avoir remporté le titre de danse sur glace depuis un demi-siècle. Et ce matin, ils savouraient encore leur victoire dans les rues de Shanghai avant leur retour en France. Ce sera lundi matin. Aviva Fried et Christelle Gemme les ont suivis. La tête est encore un peu dans les nuages. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron se sont réveillés champions du monde de danse sur glace. Des champions plutôt sereins. On se sent assez paisible, assez reposé parce qu'on a bien dormi, on n'a pas fait la fête du tout. Ouais. Hier sur la glace, ils ont envoûté les spectateurs et les juges. Mais aujourd'hui, dans les rues de Shanghai, c'est à leur tour de se laisser surprendre. Non mais c'est drôle que les gens puissent travailler comme ça dans la rue. Genre là. Ouais, bah c'est un... Genre les gars ils bossent. Ça là. fait convivial quoi. C'est son bureau. Une petite escapade rapide pour des champions à l'emploi du temps chargé qui doivent encore se faire à l'idée qu'ils ont gagné. Je pense que tout de suite on réalise pas vraiment, c'est juste une compétition comme ça, mais que le titre va nous coller à la peau vraiment au fur et à mesure du temps. Je vais acheter un truc là, ça sent vraiment bon, mais je sais vraiment pas ce que c'est par contre. Je me suis dit bon, je vais tout prendre, je vais goûter, ça va être sympa. Je sais pas ce que ça va donner. Le dépaysement est total, mais il n'empêche pas le couple français de déjà se projeter dans l'avenir avec beaucoup de pragmatisme. Et même si on est champion du monde, je pense que nos coachs chez nous, on sait qu'on a encore beaucoup à travailler et on a vraiment envie de refaire des programmes, de recréer et tout ça. En attendant de se remettre à l'entraînement, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron savourent encore un peu leur place au sommet du monde. Là, après la découverte du sport et de ce nouveau couple de champions, passons à la culture et découvrons les métiers d'art. Le savoir-faire français est connu dans le monde entier. Les manifestations se sont d'ailleurs multipliées dans tout le pays. Coup de projecteur aujourd'hui sur la fabrication des mosaïques. Nous avons rencontré une créatrice qui en a fait sa profession. Elle est passionnée. Marion Gauthier et Christian Barthès l'ont suivi dans son atelier à Paris. On n'est pas obligé en fait de recouvrir tout un espace de mosaïque. Il suffit d'un pan de mur et ça fait jouer en fait tout l'espace. Il suffit de quelques tesselles, petits morceaux de grès cérame ou de pâte de verre pour déployer la mosaïque, parfois monumentale, lumineuse, à l'entrée d'un lieu public ou chez soi à portée de main. Mathilde Jonquière en a fait son métier, elle est mosaïste. Je voulais pas me retrouver toute ma vie derrière un écran. Comme j'ai ressenti la matière, la couleur, le volume, je suis passée petit à petit en fait à cette matière qui m'attirait énormément. Pour moi, c'est des sortes de coups de foudre. La pratique de cet art décoratif millénaire depuis toujours consiste à assembler des fragments de pierre colorées. Ce sont des tesselles d'or que j'achète à Venise. Si je pouvais découper toute la journée, ce serait vraiment super. Il y a l'esprit qui divague un peu, en fait. Pourquoi ? Parce que pendant des heures et des heures, c'est une sorte de méditation. Inspirée par la peinture, la photographie, la haute couture, également marquée par le style art déco, Mathilde prépare dans son atelier des réalisations originales et sur mesure. Ça, c'était pour une salle de bain, une frise, un peu viennoise. Un comptoir de bar. Ce sont des décors sur lesquels j'ai travaillé pour l'hôtel Mansart. Je leur ai fait un échantillon, collé et jointé. Dessin, choix des matières, assemblage. L'exercice semble simple, mais cet artisanat entre les mains d'une créatrice devient une forme d'art. Autre forme d'art, le cinéma, sorti mercredi prochain, d'un beau film qui nous ramène au début du XXe siècle, tout début, dans une société où les employés de maison étaient parfois traités avec beaucoup de mépris et même de violence. Le film est tiré du célèbre roman d'Octave Mirbeau, Le journal d'une femme de chambre, et il est remarquablement interprété par Léa Seydoux et Vincent Lindon. Claire Auberger et Lionel Audibert nous en parlent. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaises places. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Tout est dit.
Mise au service de la petite bourgeoisie de province, Célestine n'a que son tempérament pour résister à la brutalité de sa condition. Vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Elle est digne et volontaire et elle essaie de sauver sa peau et en même temps, on sent qu'elle a cette forme de lucidité sur le monde qui l'entoure et sur les mœurs de l'époque. Allonge. Encore un mot de plus et cette fois je dis toi, madame. Effrontée, parfois même cynique, Léa Seydoux donne tenue et modernité à l'héroïne du début du siècle d'Octave Mirbeau. Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du fil. Benoît Jacot la filme avec élégance pour rendre plus insupportable encore cette loi du plus fort. Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. Ce monde difficile, aujourd'hui comme hier, est une sorte de piège pour beaucoup. On prend la première issue qui vient. Et c'est ça le drame. Cette issue donne souvent sur encore pire. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres, une pincée d'arsenic à la place du sel. Oiseau de mauvais augure, Joseph, joué par Vincent Lindon, saura séduire la belle Célestine, mais pas la rendre libre. Eh bien non. Faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un petit instant pour votre magazine Grand Reportage et à 20h pour le journal avec un invité spécial, Jamel Debbouze, pour son film Pourquoi j'ai pas mangé mon père. A tout de suite.